En 2019, une grande banque américaine découvre qu'un intrus a accédé à des données sensibles. On parle pas de quelques dossiers, ni une erreur isolée, mais ici, il y a des millions de personnes qui sont concernées par cette histoire. Ce qui est troublant, ce n'est pas seulement l'idée d'un piratage. C'est le fait que ce genre de choses peut démarrer sans moment clair, sans explosion, sans scène spectaculaire. La plupart du temps, ça commence par des détails techniques, qui n'ont rien d'impressionnant en plus. Et quand tu prends du recul, tu te rends compte que les incidents massifs ne sont presque jamais dus à un bug. Ça ressemble beaucoup plus à une chaîne, à un premier maillon qui ouvre un accès, le deuxième élargit ce que tu peux atteindre, et le troisième maillon fait le reste. Dans une architecture moderne, il y a des services partout, des rôles, des permissions, des composants qui se parlent en permanence. Et tout ça, ça marche parce qu'en fait, il y a de la confiance. Le problème ici, c'est que la confiance n'est pas un sentiment, c'est une règle technique. Et quand cette règle est trop large ou mal cadrée, elle devient une opportunité. Tu peux voir ça comme une différence entre deux questions. La première, c'est où est la faille? La deuxième, plus inquiétante, c'est jusqu'où la faille peut aller. Parce que parfois, le point d'entrée n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est ce qu'il permet d'atteindre derrière. Ce qui rend ce genre d'incident difficile à ressentir, c'est que l'action la plus grave peut être plus calme. Dans un film où on te montre un hack comme un événement, dans la réalité, ça peut juste être une suite d'actions neutres. Lister, consulter, copier. Et ça, sur un écran, ça n'a rien de spectaculaire. Sauf que ces actions, dans le mauvais contexte, changent complètement de nature. Elles deviennent le passage entre un accès et un impact. Et quand tu parles d'une banque, l'impact est automatiquement plus lourd parce qu'il n'y a pas juste des données, il y a une confiance institutionnelle. Et puis il y a un détail qui reste en tête parce qu'il casse l'image qu'on se fait des grandes organisations. Dans l'imaginaire, on pense que tout est détecté de l'intérieur par des outils, par des alertes, par des équipes. Mais parfois, le signal décisif vient de l'extérieur. Un message, un lien, quelque chose qui force l'entreprise à regarder. Et là, forcément, une question arrive toute seule. Combien de temps ? Combien de temps entre le moment où quelqu'un obtient un accès et le moment où on comprend vraiment ce que ça implique? Parce qu'en cybersécurité, le temps n'est pas un détail, c'est souvent ce qui décide de l'ampleur. On ne va pas faire semblant de rejouer Capital One. Ce serait faux et ce serait inutile. Ce qu'on peut faire par contre, c'est prendre une mécanique centrale de ce type d'incident et rendre visible dans un environnement d'entraînement. Pas pour copier l'histoire, mais pour comprendre la logique principale. Et pour ça, il y a une box HTB parfaite. Parce qu'elle te fait vivre une idée très simple, la surface visible n'est pas la surface réelle. Sur SOA, tu commences par la surface. Tu observes, tu repères des services, tu cherches ce qui dépasse. Et tu vois un service web sur un port inhabituel. Ce n'est pas encore une preuve, mais c'est un signal. Quand tu arrives dessus, tu tombes sur Request Basket, un service fait pour recevoir des requêtes, et c'est exactement le genre de service qui peut devenir dangereux. Non pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il peut faire. Request Basket, à la base, c'est un outil pratique, un outil de collecte, un outil de debug. Et ça, c'est important de le retenir. Il n'y a pas besoin d'un logiciel malveillant pour créer une faille, il suffit parfois d'un outil normal, placé dans un contexte où il devient un maillon de chaîne. Et c'est là que le lien avec Capital One est évident. Dans les deux cas, ce qui compte, c'est l'idée d'un composant exposé qui peut devenir une passerelle. Un truc qui était censé aider et que, si quelqu'un l'utilise autrement, peut devenir la source du problème principal. La SSRF, c'est une idée presque trop simple. Tu ne vas pas directement vers une cible, tu fais en sorte que le serveur y aille pour toi. Et la différence est énorme parce que le serveur n'est pas à ta place sur le réseau. Il a d'autres accès, il a d'autres droits, il voit des choses que toi, depuis l'extérieur, tu ne vois pas. C'est pour ça que interne ne veut pas dire inaccessible. Interne veut seulement dire pas directement visible. Et à partir du moment où tu as un relais, tu peux parfois atteindre l'interne sans jamais l'attaquer de face. Le moment clé de saut, c'est le pivot. Tant que tu restes sur Request Basket, tu as l'impression d'être encore à la surface. Et puis tu réalises que ce service peut te donner accès à autre chose derrière. Quelque chose que tu n'aurais pas pu atteindre. Tu tombes sur Mailtrail, un service interne, et à cet instant, la machine change d'échelle. Tu ne joues plus avec un site, tu joues sur un réseau. Tu comprends que la surface visible n'est qu'une partie de la surface réelle. Et c'est exactement la leçon à en tirer de Capital One. Dans une architecture, le danger n'est pas seulement l'entrée, c'est la portée. Une fois que tu as atteint le service interne, la suite logique, c'est d'obtenir un accès. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. En réalité, c'est le début de la deuxième moitié, celle qui ressemble le plus aux incidents réels. Les permissions, les configurations, les petits droits accordés pour que ça fonctionne. Et c'est souvent là que l'escalade arrive, pas comme un moment spectaculaire, mais comme la conséquence d'un détail.
Un droit de lancer une commande en sudo, une interaction inattendue, un outil qui ouvre plus que ce qu'il ne devrait. Le genre de détail qu'on ne remarque pas tant qu'on n'a pas besoin de la regarder. Et au final, tu reviens au même point. Ce n'est pas une faille, c'est une chaîne. Si tu prends du recul, Capital One et So ne racontent pas la même histoire, mais elles te donnent la même grille de lecture. Une architecture moderne tient grâce à la confiance. Et quand cette confiance est trop large, elle crée des chemins. Des chemins indirects, certes, des chemins que l'on ne voit pas au premier coup d'œil. Et c'est exactement pour ça que les labs sont utiles. Ils ne montrent pas seulement comment exploiter, ils t'entraînent à voir les chaînes avant qu'elles ne deviennent des catastrophes. Si tu veux, on refait ça avec une autre affaire et une autre box en gardant la même logique, raconter, traduire, comprendre.